Bonjour à tous. Je suis chef de clinique à Saint-Louis, attachée au service d'hémato-oncologie du professeur Thièble-Lemont, donc le service qui s'occupe spécifiquement des lymphomes. Et je vais vous faire donc un petit topo sur les lymphomes non-hodgkiniens indolents. Donc, on ne va pas parler de l'ensemble des lymphomes indolents, on va surtout se focaliser sur le lymphome folliculaire et le lymphome de la zone marginale, qui sont les deux plus fréquents. Je vais essayer de rester sur des choses assez simples, mais je ne me rends pas forcément compte de votre niveau de connaissance à tous, qui n'est peut-être pas forcément le même d'ailleurs, en fonction de vos stages. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Enfin, je pense que tout le monde vous le dit, mais voilà, vraiment, si je vous dis des choses qui vous paraissent trop simples ou au contraire que vous avez l'impression que j'ai sauté des étapes fondamentales à la compréhension pour vous, vraiment, vous n'hésitez pas. Donc juste un petit panel de comment se répartissent l'ensemble des lymphomes. Donc globalement, le lymphome le plus fréquent, c'est le lymphome B diffus à grande cellule. Et après, parmi les lymphomes indolents, donc je les ai encadrés, les lymphomes indolents qui sont répertoriés. Il y a donc là, celui qui est encadré ici, le lymphoplasmocytaire, qui est donc l'équivalent de la maladie de Waldenström. Parmi les différents lymphomes du manteau, il y a une entité qui est indolente, mais qui n'est vraiment pas la plus fréquente, qui sont les lymphomes du manteau qui sont de type splénique et leucémique, qui donnent juste des hyperlymphocytoses et des splénomégalies, qui sont vraiment des entités rares pour lesquelles on peut choisir de faire une abstention thérapeutique, mais vraiment c'est quelque chose qui n'est pas du tout la majorité des lymphomes du manteau et qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Les lymphomes de la zone marginale, qu'on va détailler un peu plus, et les lymphomes folliculaires, qui sont les plus fréquents des lymphomes indolents, si on exclut les lymphomes lymphocytiques. Donc les lymphomes lymphocytiques, ça je pense que vous le savez, c'est la même maladie que la LLC, la leucémie lymphocytaire chronique, sur un versant tumoral, donc en tout cas avec moins de 5000 lymphocytes circulant dans le sang. Donc on va parler du folliculaire et des zones marginales. Donc le lymphome folliculaire, il est en général caractérisé par la translocation 14-18, ça je pense que vous le savez aussi. Je ne sais pas si vous savez tous à quoi ça correspond. Donc en fait, c'est une translocation entre le locus de la chaîne lourde des immunoglobulines, IgH, et du locus de BCL2. Donc le chromosome 14, peut-être que vous le savez déjà, mais c'est vraiment un chromosome qui est impliqué dans beaucoup de translocations dans les maladies lymphoïdes. Vous avez 14-18, vous avez 11-14 en lymphome du manteau, vous avez la 8-14 en burkitte, parce que justement sur le chromosome 14, il y a ce locus très intéressant du gène, des gènes lourds des immunoglobulines, qui est un gène qui est physiologiquement fortement surexprimé au cours de la maturation des lymphocytes B dans le sang germinatif. Et si vous rapprochez le promoteur de ce gène à un gène de prolifération ou un gène anti-apoptotique, ça vous donne une base d'oncogénèse. D'accord ? Donc là, en l'occurrence, c'est une translocation entre IgH et BCL2, donc BCL2 qui est une protéine anti-apoptotique. Donc du coup, en anapath, je vais rester sur des choses assez basiques, mais je pense que vous n'avez pas forcément pu passer en stage anapath quand vous étiez externe. Donc ça, c'est la coloration HES, hématoxyline, éosine, safran. Bonjour. Donc on était sur le lymphome folliculaire. Vous n'avez pas raté grand-chose. Excusez-moi, en Zoom, on ne voit pas ça, les c'est la images coloration HES, qui est la coloration basique qu'on utilise en hématopathe, d'accord, hématoxyline, éosine et safran, qui donne cet aspect un peu rose-violet à tout. Et donc, au plus faible grossissement, vous pouvez observer qu'il y a une architecture nodulaire, d'accord, qu'on appelle folliculaire, c'est pour ça aussi qu'on parle de lymphome folliculaire. Vous avez cette architecture nodulaire, et quand on se rapproche, on voit que c'est composé de plein de petites cellules. Ça, je crois que je vous ai remis une autre photo après. Non, peut-être pas pour le lymphome folliculaire, pardon. Des cellules qui ont des noyaux qu'on appelle souvent un peu en semelle de chaussure. Ce sont des centrocytes. Donc les cellules qu'on retrouve et en immunohistochimie. Donc à partir du moment où vous mettez des anticorps pour voir... Excusez-moi, oui, apparemment les images ne défilent pas. Ah, alors ça c'est bien. Merci de me le signaler.
Pardon, qu'est-ce qui se passe? Attends, je suis censée être en partage. Souvent, ça bug quand on est en plein écran. Ah, alors au mieux que je ne reste pas en plein écran, c'est ça? Que je mette le... Je vais essayer. Je vais rester comme ça. Vous me dites si ça marche. Là, je change. Là, j'ai changé de page. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ouais, c'est bon. Ok, super. Donc, je revenais là-dessus. Donc, là où c'était. Donc, la coloration HES au plus faible grossissement. Là, c'est un petit peu plus grossi. Donc, on voit ces cellules avec des noyaux plutôt de petite taille, un petit peu allongés, et donc ils sont des centrocytes. En immunohistochimie, donc les immunohistochimies, vous savez ce que c'est, hein, on met des anticorps sur la lame fixée, et on regarde si ça fixe. Donc en général, la couleur choisie, c'est le marron. En CD20, vous voyez que c'est fortement exprimé au niveau des follicules. CD3, vous voyez que c'est exprimé, mais de manière un petit peu éparse, et surtout en dehors des follicules. C'est juste des petits lymphocytes T qui sont présents autour. BCL2, vous voyez que c'est fortement exprimé, et ça, c'est pas normal quand on regarde des centres germinatifs de follicules normaux. Normalement, dans les centres germinatifs, BCL2 n'est pas exprimé. Mais là, justement, du fait de la translocation 14-18, vous avez cette surexpression de BCL2 qui est pathologique. Et le Ki67, qui normalement est très exprimé dans le centre germinatif parce que c'est un lieu de prolifération importante, d'accord, pour la maturation des lymphocytes B. Là, il est anormalement bas. D'accord, donc le lymphome folliculaire, c'est un exemple un peu particulier de cancer où finalement, on se retrouve avec quelque chose qui est moins prolifératif que le pendant physiologique. D'accord, puisque c'est un mécanisme plutôt anti-apoptotique que prolifératif. Les autres marqueurs, je ne vous ai pas mis d'image, mais non, c'est CD5 négatif, d'accord. Un lymphome B qui serait CD5 positif, vous savez que ça doit faire évoquer soit un lymphome lymphocytique, soit un lymphome du manteau. C'est CD10 et BCL6 positif, donc ils sont deux marqueurs centrogerminatifs qui sont tous les deux normalement exprimés dans un centre germinatif, d'accord. Et votre T14-18, si vous la recherchez par fiche, elle est en général présente. Il y a certains lymphomes folliculaires qui ne l'ont pas, mais voilà, c'est vraiment une minorité. Donc en effet, j'avais bien mis d'autres photos, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc en histologie, je ne sais pas si ça vous parle, vous avez sûrement vu dans certains dossiers de vos patients, on parle toujours du grade histologique, donc à ne pas du tout confondre avec le stade clinique, le stade Ann Arbor, hein, d'accord. Le grade, donc c'est vraiment en histologie et c'est défini par le pourcentage de grandes cellules, de centroblastes, par rapport aux centrocytes. Donc, le centroblast, ça va être une cellule avec un noyau un peu plus grand, une chromatine qui va être moins dense. Et on parle de grade 1-2, donc c'est le stade le moins prolifératif, quand on observe moins de 15 centroblastes par champ. À partir du moment où on en observe plus de 15, mais qui sont non cohésifs, on parle de grade 3A. Et si on a des plages cohésives de centroblastes, on parle de grade 3B, et en fait, c'est un équivalent clinique et en termes de thérapeutique également du lymphome B diffus à grande cellule. D'accord? Donc, les centroblastes, je ne sais pas si vous voyez bien la différence, hein, c'est ces cellules-là qui ont un noyau plus grand et plus pâle que les centrocytes. D'accord? Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu sur l'image. Dans le cas des stades 3B, c'est un équivalent de DLBC. Est-ce que les grades 3B, du coup, on dit, attention. Grade 3B. Est-ce que c'est parce qu'il y a d'autres mutations en plus que la T14-18, ceux qui se surajoutent, ou est-ce que oui, probablement. Ouais. Je suis désolée, je ne vais pas te répondre de manière très, très technique, mais oui, ça veut dire qu'il y a en tout cas une évolution vers quelque chose de plus agressif et par accumulation de mutations. Ça, je vais vous en parler juste après. Donc, voilà justement un modèle qui est basé sur des hypothèses, hein, mais un modèle de physiopathe en fait, de la genèse du lymphome folliculaire. Donc, on sait maintenant que la T14-18, elle peut survenir de manière très précoce, en fait. Donc, vraiment dans des cellules très immatures, potentiellement dès la moelle osseuse. Et d'ailleurs, on sait qu'on peut retrouver des cellules qui contiennent cette translocation dans le sang chez des patients qui n'ont pas de lymphome folliculaire.
donc dans un certain pourcentage de la population générale, on peut retrouver présence de cette translocation. Donc on pense que ça survient de manière très précoce, que ça ne suffit pas en fait en tant que tel à déclencher de lymphome folliculaire, que ça va quand même déclencher au niveau du centre germinatif un certain contingent de cellules qui va moins apoptoser, qui va s'accumuler, qui va passer dans le sang, donc éventuellement être détectable dans le sang, retourner dans la moelle osseuse, et puis on pense qu'il faut qu'il y ait accumulation d'événements secondaires, de mutations secondaires, pour vraiment déclencher le lymphome. Et voilà justement deux petites images. Donc je ne vais pas rentrer dans des... Comment? Ouais, dis-moi. Les 14-18, du coup, on la cherche dans le sang ou sur le... Non, en anapathe. Oui, oui. Alors, par contre, tu peux être amené à la rechercher dans le sang si tu as une phase leucémique. Donc, si tu as une hyperlymphocytose, tu peux très bien demander à faire une fiche dans le sang et à rechercher ta translocation. Mais en général, le lymphome folliculaire, tu vas surtout avoir un versant tumoral et c'est sur l'anapathe que tu peux demander la fiche. Qui ne sera pas forcément réalisée de manière systématique. Hein. Si l'anapathe est très typique avec des marqueurs immunohistochimiques qui sont complètement concordants, ce ne sera pas demandé de manière systématique, mais s'il y a un doute avec un autre lymphome indolent, ça peut permettre de trancher. Donc voilà, deux modèles justement d'évolution clonale du lymphome folliculaire. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails moléculaires, mais c'est juste pour que vous compreniez ce qu'on peut observer. Dans ce papier, en fait, il détaille deux types d'évolutions différentes entre des patients qui vont éventuellement se transformer en lymphome différentes cellules, donc un lymphome agressif, et des patients qui vont simplement avoir une progression tumorale sans transformation. Et donc, ce qu'on peut supposer, c'est que les patients qui se transforment, en fait, ça va être un sous-clone qui est potentiellement indétectable au moment du diagnostic de lymphome folliculaire, qui va développer un certain type de mutation différente du clone du lymphome folliculaire et qui vont le transformer donc en maladie agressive, alors que dans le cas des patients qui vont évoluer progressivement et se compliquer sur une progression tumorale, mais sans forcément qu'il y ait de transformation, ça va être acquisition de différentes mutations sur le clone principal, plutôt que d'avoir un sous-clone très minoritaire qui tout d'un coup va subir une expansion. Tu voulais me poser une question? Donc justement, la transformation, elle survient environ chez 3% des patients par an. Très majoritairement, c'est en lymphome B diffus à grande cellule, qui sont souvent double hit. Donc, je ne sais pas si vous faites la distinction. Vous savez, double hit, hein, on parle de cytogénétique, hein, c'est en fiche. Ça veut dire qu'il y a un réarrangement de MYC et de BCL2 ou de BCL6. Donc, c'est de la fiche, c'est différent de l'immunohistochimie. Vous pouvez très bien observer une surexpression de MYC, de BCL2, de BCL6. Ce n'est pas la même chose qu'un double hit. On peut parler d'un lymphome B diffus à grande cellule qui va être double expresseur, qui va surexprimer en immunohistochimie ces marqueurs, ce qui n'est pas forcément synonyme, ce qui n'est pas forcément concordant en tout cas avec la présence de réarrangement donc en cytogénétique. Et donc le double hit, c'est un facteur très connu hein, de mauvais pronostic. Donc souvent les transformations de lymphome folliculaire sont des lymphomes diffus à grande cellule qui sont vraiment péjoratifs. Mais ça peut également se transformer en d'autres types de lymphomes. C'est plus rare, mais on peut observer des lymphomes de Hodgkin, parfois même des lymphomes lymphoblastiques. Donc la présentation clinique, comme je vous montrais tout à l'heure sur le petit diagramme, c'est à peu près 20% des lymphomes non-Hodgkiniens de l'adulte, c'est la grande majorité des lymphomes indolents, et très souvent, ça va être une adénopathie asymptomatique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une lymphome folliculaire au cours de votre externat ou début de votre internat, mais ça peut être typiquement un patient d'une soixantaine d'années qui va avoir une adénopathie inguinale isolée, qui évolue depuis un certain temps. Voilà. Très souvent, il y a un envahissement médulaire associé, mais vous verrez qu'en fait, on s'en fiche un peu de faire une BOM. Ça n'aura aucun impact ni diagnostique, ni pronostic, ni thérapeutique. Donc, vraiment, des BOM, on n'en fait quasiment jamais au diagnostic, sauf si vraiment on se pose une question particulière sur des cytopénies qui seraient inexpliquées. Voilà. En tout cas, ça ne fait pas du tout partie du bilan diagnostique initial. Bien sûr, un scanner TAP qui va vous permettre notamment d'établir le stade d'Ann Arbor, qui est vraiment un stade scanographique. Hein, ça, je le rappelle, c'est pas un stade, c'est pas une classification qui est établie sur le PET scanner. Même si par extension, souvent on calcule le stade d'Ann Arbor plus sur le PET scanner que sur le scanner, mais initialement, c'est vraiment quelque chose qui a été établi sur le scanner.
Et le PET scanner, on peut l'envisager, ce n'est pas du tout systématique, mais on l'envisage. Alors, chez un patient jeune chez qui on va envisager un traitement, c'est bien de lui faire un PET scanner initial, ou s'il y a des signes B ou des LDH élevés, voilà, des éléments qui peuvent vous faire suspecter d'emblée une transformation en lymphome agressif. Il y a juste un sous-type que je vous mentionne là, qui est un sous-type rare, mais parfois on peut voir des lymphomes folliculaires qui sont uniquement duodénaux, qui sont diagnostiqués sur des fibroscopies et qui sont des entités vraiment de très bon pronostic, qu'en général on ne traite pas et qui évoluent très rarement et qui restent très localisés. Donc ça, c'est bon à savoir parce que ça peut inquiéter les gastro-entérologues ou quoi, quand vous voyez ce type de lymphome, et qu'en général, c'est vraiment assez rassurant. Donc la place de la TEP, justement. Donc, au diagnostic, ça peut être intéressant si vous voulez... Ouais, dis-moi. Désolée, quand il y a un envahissement médullaire, c'est quand même au stade 4, c'est pas une... Oui, tout à fait. Donc en fait, 70% du temps, c'est stade 4. Oui, il y a très souvent un envahissement médulaire. Ouais. Et malgré ça, c'est pas grave? Non, parce qu'en fait, tu vas voir que dans le lymphome folliculaire, comme dans la plupart des lymphomes indolents, le stade d'Ann Arbor ne compte pas vraiment, en fait. C'est plutôt la différence entre ce qu'on appelle les faibles masses et les fortes masses. Et le stade Ann Arbor, finalement, n'a pas d'impact réel sur la décision thérapeutique. Donc le PET scanner, en effet, peut vous permettre de faire une meilleure stadification, mais comme je vous disais, le stade d'Ann Arbor, ce n'est pas forcément ce qui compte le plus. Ce qui va être important, c'est surtout de voir un peu l'intensité des SUV max, même si on n'a pas établi de seuil précis de SUV max au-delà duquel c'est quand même vraiment suspect de transformation. Concrètement, quand même, quand c'est au-dessus de 14, quand vous êtes dans des chiffres supérieurs à 20 et quelques, c'est quand même très suspect que ce soit un peu plus qu'un lymphome folliculaire. Même si ça peut tout à fait arriver d'avoir un lymphome folliculaire qui se présente d'une manière assez agressive, avec des SUV max élevés, et en histologie, vous n'avez rien d'autre que du folliculaire. Ça peut tout à fait arriver. Y compris avec des LDH élevés. Voilà. Il y a des maladies qui sont vraiment particulières. Le PET scanner, par contre, on sait qu'il a vraiment un intérêt en fin de traitement. Donc même si on n'en fait pas forcément au diagnostic, moi je pense quand même que c'est bien d'en faire un si vous traitez le patient. En tout cas, en fin de traitement, ça a vraiment un impact pronostic significatif avec vraiment une différence en PFS déjà, donc en survie sans progression, avec une PFS médiane qui est de moins d'1 an et demi quand vous avez une TEP qui reste positive en fin de traitement, versus plus de 6 ans si vous avez une TEP négative en fin de traitement, et avec même une différence significative en survie globale, ce qui, vous verrez, est quand même assez rare dans les lymphomes indolents. Souvent, sur les lymphomes indolents, on parle plus de PFS que d'OS, survie globale, parce que la survie globale, elle est souvent quand même assez bonne, et c'est rare qu'on ait des choses significatives en survie globale. Donc, en parlant de pronostic également, il y a une autre catégorie qui rentre vraiment dans les mauvais pronostics, c'est ce qu'on appelle la POD24, ce qui veut dire tout simplement Progression of Disease 24 pour 24 mois. Donc, ce sont les patients qui rechutent dans les 2 ans après le début de la première ligne. Et ça aussi, on s'est rendu compte que ça a vraiment un impact très péjoratif, également sur la survie globale. Avec vraiment, vous voyez, une médiane de survie globale qui est de même pas 2 ans et demi pour les patients qui sont en situation de POD24, alors que pour les patients qui rechutent au-delà de 2 ans, vous avez une survie globale qui est quand même bien meilleure. Donc vous voyez qu'à la fois cette histoire de PET scanner, de fin de traitement et de POD24, c'est très bien que ce soit des critères pronostiques, mais ça ne va pas beaucoup nous aider en début de traitement. On est sur des évaluations de fin de traitement ou des critères au moment de la rechute. Donc en pré-thérapeutique, en fait, on n'a pas grand-chose finalement pour nous aider à vraiment évaluer le pronostic du patient. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du score FLIPI, peut-être que vous l'avez appris dans vos cours. C'est un score en fait qu'on n'utilise plus vraiment. Donc le FLIPI standard, il a été établi avant que l'usage du rituximab soit vraiment systématique. Et on peut encore le calculer, mais c'est vraiment pas quelque chose qui va vraiment rentrer en ligne de compte thérapeutique. Donc c'était stade d'Ann Arbor, justement, 1,2 versus 3,4, l'âge, plus ou moins 4 aires ganglionnaires atteintes, des LDH élevés ou normales, et puis une hémoglobine supérieure ou inférieure à 12. Ensuite est venu le FLIPI-2, autour de 2009, qui pour le coup nécessite la réalisation d'une BOM. Et comme je vous disais, franchement, la BOM, on l'utilise plus du tout au diagnostic, enfin rarement au diagnostic, en tout cas pas à titre systématique. Et maintenant, plus récemment, vous avez le M7 FLIPI qui est sorti, qui associe donc le FLIPI standard et un panel NGS de 7 gènes, donc, pour lesquels on recherche la présence de mutations.
et qui définit quand même assez bien, qui est assez discriminant sur le plan pronostic, qui détermine bien 2 catégories de patients et qui, alors ça ne se superpose pas tout à fait à la POD24, mais c'est quand même relativement bien prédictif de la POD24 avec une spécificité de 80% et une sensibilité de 60%. Et c'est même un facteur de risque indépendant au sein des non-POD24. Après, en vrai, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on fait en routine. Pour l'instant, on ne fait pas du tout de NGS systématique ou lymphome folliculaire, mais voilà, en tout cas, c'est quand même quelque chose qui est publié et qu'on utilisera peut-être plus à l'avenir. Donc, en pratique, ce qui est important, finalement, c'est surtout des choses assez simples, donc qui ne sont pas de la bemol, qui ne sont même pas de la médecine nucléaire, qui sont juste des critères de forte masse tumorale, qui ont été publiés maintenant en 2005, et qui sont définis comme tels. Donc, c'est soit vous avez une masse profonde de plus de 7 cm, soit vous avez 3 aires distinctes touchées ganglionnaires avec des ganglions de plus de 3 cm, enfin d'au moins 3 cm. Soit vous avez une splénomégalie symptomatique ou des signes de compression d'organes, donc mettons une insuffisance rénale aiguë obstructive, un syndrome occlusif, voilà. Ou même un œdème, par exemple, du membre inférieur avec une thrombose. Ou la présence d'épanchements acides ou épanchements pleuraux. Vous voyez que les lymphomes folliculaires, ils aiment bien être associés à des épanchements. Ça peut être vraiment la présentation initiale, parfois avec des épanchements assez symptomatiques, des anasarques. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle les critères de forte masse tumorale, et ça pour nous c'est beaucoup plus important que le stade d'Ann Arbor. Voilà. Ouais. La splénomégalie symptomatique, c'est cliniquement juste douleur ou c'est C'est une bonne question. Ça va être surtout cliniquement s'il y a une douleur, sensation de pesanteur, gêne digestive ou autre. Et sinon, si en effet, ça se complique de cytopénie, signification. Tout à fait. Donc, c'est vraiment ça qui va nous inciter à initier un traitement. Donc, la survie globale, vous voyez qu'elle a quand même bien changé entre avant et après le rituximab, grosso modo, entre 1994 et 2008. Les traitements ont changé. Si je vous ai laissé ces courbes, même si elles ne sont pas à jour, je vous l'accorde, c'est intéressant de voir que la médiane de survie, clairement, elle s'est bien améliorée, mais vous voyez qu'il y a, dans les 2 cas, et même donc là plus récemment, on n'atteint jamais de plateau. Tout simplement parce que le lymphome folliculaire, comme toutes les maladies indolentes, on ne sait pas les guérir. D'accord ? Donc même si on s'améliore, de toute façon, les patients finissent toujours par rechuter, sauf s'ils meurent d'autres choses avant, mais voilà, c'est des maladies qu'on ne sait toujours pas éradiquer. Donc concrètement, le lymphome folliculaire qui va avoir une faible masse tumorale, donc qui ne remplit pas les critères de forte masse que je vous ai montré juste avant, même quand ils sont disséminés, on peut envisager de faire simplement une surveillance, d'accord ? Donc d'adopter la stratégie qu'on appelle Watch and Wait. Et ça a été publié à plusieurs reprises. Maintenant, il y a déjà quasiment 20 ans. Donc c'était Watch and Wait versus les traitements que certes on n'utilise plus actuellement, les traitements qui sont anciens, mais en tout cas qui ont montré à plusieurs reprises que la survie globale était superposable entre les patients chez qui on initiait un traitement et les patients chez qui on adoptait simplement une attitude de surveillance. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on envisage pour la prise en charge initiale de nos patients? Donc si on est sur une faible masse localisée, donc stade 1 ou 2 avec des ganglions qui restent vraiment de petite taille, donc ça c'est 10 à 15% des patients à présentation initiale. Donc, la première attitude que vous allez adopter, ça va être abstention de surveillance, sauf si c'est gênant pour une raison ou une autre pour le patient. Donc, typiquement, si on est sur l'exemple de l'adénopathie inguinale, ça peut être simplement une gêne fonctionnelle, le patient qui a du mal à s'habiller, à fermer sa ceinture, ou ça lui fait un petit peu mal, même s'il n'y a pas de réelle compression du membre inférieur. Dans ces cas-là, on peut tout à fait envisager un traitement local par radiothérapie. Donc, là, je vous ai mis ce qui avait été publié initialement, c'est 24 degrés, avec une très bonne réponse complète, quasiment 70% de réponse complète, avec une PFS à 10 ans qui est à peu près de 50%. Et parfois, maintenant, on fait même des radiothérapies encore plus faiblement dosées, juste à 2 fois degrés, et ça marche aussi très bien. Ce qu'on peut envisager autrement, donc en cas de contre-indication ou refus de la radiothérapie, on peut faire une monothérapie par rituximab, donc sur un rythme de 4 injections hebdomadaires en IV, puis 4 injections tous les 2 mois en entretien, avec là une PFS médiane d'à peu près
3 ans versus 1 an et demi sans entretien. Pour les faibles masses maintenant qui sont disséminées, donc quand on dit disséminé, ça veut dire que vous êtes justement en stade 3 ou 4, d'accord, à bord. Pour ces faibles masses-là, donc soit on reste sur de l'abstention et surveillance, si le patient est un peu symptomatique, donc on peut tout à fait rester sur une abstention thérapeutique sur un lymphome folliculaire stade 4 osseux, par exemple, voilà, quel que soit le stade 4, à partir du moment où il n'y a pas de symptômes gênants pour le patient, pas de signe de compression, aucun critère de forte masse, on peut tout à fait être sur une abstention thérapeutique. S'il y a besoin d'un traitement, on peut envisager là plutôt du rituximab, sur le même schéma que pour les formes localisées. Là, bien sûr, la radiothérapie ne rentre pas forcément en ligne de compte parce que vous êtes sur une atteinte disséminée. D'accord ? Maintenant, pour les fortes masses. Donc là, en général, on ne va pas se contenter de faire du Ritux tout seul. On va partir sur un schéma d'immunochimiothérapie, R-chimiothérapie. Donc ça, c'est les différents protocoles qui ont été publiés dans les années 2004-2005. Je vous ai mis les références pour que vous les ayez. On ne les utilise plus tous maintenant. Mais voilà, en tout cas, chaque essai là, qui est publié là a montré la supériorité d'ajouter du Ritux à la chimiothérapie seule, que ce soit du CVP ou du CHOP ou autre. Voilà, donc avec des différences en survie globale à 2 ans. Avec quand même, vous voyez, des taux de survie globale qui sont excellents. D'accord ? Donc concrètement, ce qu'on choisit en première ligne, c'est soit du R-CHOP, soit du R-bendamustine, selon les centres. Donc là, je vous ai mis un papier qui a été vraiment important dans ce contexte, qui a été publié en 2013 et qui comparait justement R-CHOP versus R-bendamustine en première ligne pour des lymphomes qui n'étaient pas que des folliculaires, il y avait aussi des lymphomes du manteau, et qui montraient une supériorité significative quand même en PFS pour la R-bendamustine par rapport au R-CHOP. Après, en réalité, les deux avaient quand même des taux de réponse globale qui sont excellents, et vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de centres, en tout cas nous à Saint-Louis, et je pense en France, quand même, globalement, on préfère plutôt faire du R-CHOP à la R-bendamustine. Je ne sais pas si vous savez pourquoi. Est-ce que vous avez une idée ? Concrètement, on préfère le R-CHOP, même si ça fait perdre les cheveux, la bendamustine ne fait pas perdre les cheveux, et même s'il y a peut-être une petite différence un peu en défaveur du R-CHOP par rapport à la bendamustine sur l'efficacité, parce que la benda, ça a quand même pas mal d'effets à long terme de second cancer, et notamment, ça donne pas mal de SMD, de leucémie aiguë secondaire. Donc, si vous êtes chez des patients, et surtout des patients jeunes, on préfère plutôt leur proposer du R-CHOP en première ligne que de la bendamustine. Sachant que la réponse est quand même excellente et que... voilà. Autres options de première ligne. Donc, il y a un essai qui a été publié en 2018 qui s'appelle Relevance. Donc, le protocole Relevance est publié en première ligne, rituximab associé au Revlimid, donc R2, un schéma R2, avec des taux de réponse qui sont aussi très bons, PFS à 3 ans de 77%, à peu près équivalente à l'association R-chimio. Mais pour l'instant, le Revlimid n'a pas d'AMM en première ligne pour le lymphome folliculaire, ça a l'AMM en deuxième ligne, mais pas en première ligne. Mais ça peut quand même arriver qu'on le propose, notamment si c'est des patients qui n'ont pas envie de perdre leurs cheveux, par exemple avec le R-CHOP. Voilà. Dans certains cas, on peut se permettre de le proposer, mais il faut savoir que ça n'a pas l'AMM. Maintenant, à la place de l'obinutuzumab, parce que vous verrez qu'il y a des centres où ils proposent plutôt l'obinutuzumab que le rituximab, basé sur cet essai, l'essai Gallium, mais qui en réalité n'a pas montré de différence significative, en tout cas certainement pas en survie globale, et nous on l'utilise vraiment très peu en fait. Il y a des centres qui préfèrent l'utiliser, mais c'est un peu plus pénible à utiliser parce que ça nécessite de faire initialement des injections hebdomadaires, alors que sur du R-CHOP, vous allez juste faire un J1, J21, il n'y a pas d'injection hebdomadaire de l'anti-CD20, alors qu'avec l'obinutuzumab, ça sera toujours le cas. Et voilà, nous on considère qu'il n'y a pas de supériorité qui a été vraiment suffisamment prouvée pour qu'on utilise ça en première ligne. Donc concrètement, en pratique, ce qu'on utilise, c'est plutôt le R-CHOP, éventuellement la R-bendamustine, mais plutôt un peu moins, et éventuellement le R2, mais voilà, en sachant que ça n'a pas la MM. Et ce qu'on utilise assez souvent également, c'est le RCVP. Donc le RCVP, je ne sais pas si vous savez à quoi ça correspond. C'est comme du R-CHOP, mais sans l'anthracycline.
D'accord? Donc, c'est la même chimio aux mêmes doses, mais sans le H. Et le O se transforme en V, entre Oncovin et Vincristine, mais voilà, c'est la même chimio. Et le RCVP, ça peut arriver qu'on le propose aux patients qui sont forte masse, mais qui sont par exemple un peu âgés, chez qui on veut faire une chimio un petit peu moins forte, en sachant que ce sera moins efficace en se passant d'anthracycline, qu'ils auront peut-être une PFS qui sera un peu moins longue, mais que ça peut permettre quand même de leur faire gagner un certain temps en étant moins toxique. Chez un patient jeune qui est forte masse, on va plutôt s'orienter sur du R-CHOP que du RCVP. Donc maintenant, comment on les réévalue ces patients? Donc, lymphome indolent égale évolution plutôt lente égale réponse à la chimiothérapie aussi plutôt lente. Ça ne sert à rien de se jeter sur des évaluations précoces, d'accord? C'est pas du tout comme un lymphome B diffuse grande cellule, une lymphome agressif qui vont répondre très vite à la chimio. D'ailleurs, les lymphomes folliculaires font assez peu normalement même jamais, même si en vrai ça peut arriver parfois, mais en général ne font pas syndrome de Lise, hein, d'accord? Comment on les réévalue? On fait donc un simple scanner TRP injecté à 4 cures. Et par contre, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, un PET scanner en fin de vie. Et un PET scanner seul, du coup, hein, pas la peine de refaire de scanner. Voilà. Et qu'est-ce qu'on espère comme réponse? Parce que c'est pas forcément évident, on dit quoi faire comme examen, mais qu'est-ce qu'on regarde dessus en fait? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des critères de Chesson. C'est des critères qui ont été publiés et mis à jour plusieurs fois pour homogénéiser justement l'évaluation des lymphomes par imagerie, donc par scanner et maintenant aussi par PET scanner. Donc ce qu'on espère, c'est avoir une réponse au moins partielle sur l'évaluation intermédiaire, donc l'évaluation à 4 cures sur le scanner. Donc selon les critères de Chesson, ça veut dire qu'en gros, vous avez au moins 50% de diminution du volume tumoral. Après, si vous voulez regarder dans les détails, c'est beaucoup plus précis que ça, hein, si vous regardez dans les critères. Mais globalement, ça veut dire ça. Et sur le PET scanner de fin de traitement, pour parler de rémission complète, on se base sur le score de Deauville. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Peut-être pas si vous n'avez pas encore vraiment fait de l'info. Mais donc le score de Deauville, c'est juste une évaluation du SUV max comparativement au SUV, au bruit de fond médiastinal et hépatique. Et donc, c'est un score de Deauville qui ne nécessite pas forcément d'avoir un examen initial, d'accord? C'est un score absolu par rapport à ce qui reste comme SUV max résiduel et où ça se situe par rapport au bruit de fond, d'accord? Et donc, quand le score de Deauville est entre 1 et 3 inclus, on peut parler de rémission complète. Donc, une fois qu'on a obtenu cette rémission complète, on essaye d'enchaîner sur un traitement d'entretien, un rituximab, qui, pour le coup, a vraiment montré un bénéfice très significatif, en tout cas en PFS, donc en survie sans progression. Vous voyez, là, maintenant, on a un recul de 12 ans. Donc, c'est l'essai PRIMA qui a montré cette différence et qui est régulièrement publié et remis à jour, avec une différence vraiment significative de PFS médiane qui est autour de 10 ans pour les patients qui ont eu l'entretien versus 4 ans pour les patients qui n'ont pas eu d'entretien. En survie globale, il n'y a pas de différence, d'accord ? Pour l'instant en tout cas. Donc il faut quand même en avoir conscience parce que même si on se dit, ah super, il y a vraiment une vraie différence en PFS, il faut quand même se poser la question, notamment si c'est chez un patient âgé, pas forcément un bénéfice à aller faire le traitement d'entretien, d'accord ? Pas de différence en survie globale, PFS qui est quand même supérieur à 4 ans sans entretien, la question se pose vraiment. Et nous, au-delà d'un certain âge, voilà, au-delà de 75 ans, on ne le propose pas forcément. Et notamment en ce moment, avec la pandémie de Covid, on va essayer de limiter l'administration prolongée comme ça de rituximab parce que c'est quand même vraiment un facteur de risque de Covid grave. Donc, notamment en ce moment, on en fait encore moins et on réfléchit vraiment aux bénéfices de le faire. On réfléchit vraiment au cas par cas. Et concrètement, le Ritux en entretien, c'est quand même très simple. Hein, c'est une injection sous-cutanée tous les 2 mois pendant 2 ans. Donc, c'est vraiment juste une venue en HDJ, une petite injection en sous-cut. C'est très simple. Alors que quand c'est associé à la chimiothérapie, c'est en intraveineux. OK ? Et pendant le traitement d'entretien, on ne leur fait pas d'imagerie de contrôle, hein, en général. Éventuellement, s'ils étaient seulement en réponse partielle à la fin de la chimio, on peut leur proposer de refaire un scanner ou un PET scanner après 6 mois d'entretien. Mais sinon, s'ils étaient bien en RC, on les laisse faire l'entretien sans contrôler l'imagerie. Ouais. On utilise le Ritux, du coup, quel que soit ce qu'ils ont eu comme traitement. Enfin, les gens qui ont par exemple du GHA, on va mettre du Ritux d'entretien quand même. Enfin, je veux dire le Ritux comme
implique l'entretien. Ah, pour ceux qui ont eu de l'obinutuzumab? Oui. Ah ben non, s'ils ont eu de l'obinutuzumab, ça sera obinutuzumab, mais du coup, je suis partie sur un schéma plutôt avec du Ritux. Mais oui, en effet, sinon, ce sera plutôt avec de l'obinutuzumab. Ouais. Tu utilises le même anti-CD20 que celui qui a été utilisé? Oui, c'est une bonne question. Et c'est une dose fixe, hein, c'est pas par mètre carré. C'est 1400 mg dose fixe en sous-cut. Donc voilà globalement pour la première ligne. Je ne sais pas si vous avez des questions. Diagnostic et première ligne. Je n'ai pas reparlé de l'abstention thérapeutique en soi, mais c'est quand même un sujet souvent en consultation. Hein. C'est un petit peu compliqué. Parfois, les consultations où leur expliquer l'abstention thérapeutique, c'est parfois plus compliqué que les consultations où on explique la chimio. Hein. Parce que quand même, vous avez des patients qui vous expliquent qu'ils ont un cancer et qu'on ne va pas les traiter. Donc, il faut vraiment bien leur expliquer que voilà, ça a montré qu'il n'y avait pas de bénéfice sur l'évolution de la maladie, que peut-être qu'un jour, ils auront besoin d'un traitement, mais que ça ne sera pas trop tard pour le faire, qu'on sait que là, leur faire un traitement, ça aura juste des effets secondaires sans avoir de bénéfices. Faut vraiment essayer de les déstresser, c'est pas évident, qu'ils ne soient pas tout le temps à se palper leurs ganglions. Faut vraiment essayer de les motiver pour essayer de garder une vie aussi normale que possible, de garder leurs projets, etc. Et de ne pas trop penser à leur lymphome, sauf quand ils viennent nous voir en consultation. Voilà. Et après, c'est des consultations qui ne sont pas très rapprochées. Hein. Quand on est sur une abstention thérapeutique pour des patients, notamment qui sont faible masse, ça va être une fois par an. Hein. Et il n'y aura pas forcément d'imagerie systématique de contrôle rapprochée. Si c'est un syndrome tumoral évaluable cliniquement, par exemple une adénopathie inguinale isolée, on ne va même pas leur faire de scanner de contrôle. Si c'est un syndrome tumoral profond, on va leur faire un scanner au bout d'éventuellement 1 an, si c'était quelque chose qui était vraiment limite forte masse, sinon 2 ans, 3 ans. Voilà. C'est pas très stressé comme suivi. Hein. Ok. Ouais. Les critères qu'on a vus juste avant, c'était bien rémission complète, le score de Deauville, tout ça, ouais. Ou c'était rémission partielle? Oui, le score de Deauville entre 1 et 3, c'est rémission complète. Donc je vous dis ça pour l'abstention thérapeutique parce que c'est pas évident. Les patients qui sont en abstention, ça dépend lesquels, mais il y en a qui sont très stressés, qui vont avoir tendance à tout le temps vous appeler parce qu'ils ont l'impression que leur ganglion a un tout petit peu bougé. Même le médecin traitant va répéter les scanners parce que ils ont l'impression qu'ils ont vraiment une bombe à retardement. Il faut essayer de détendre un peu tout le monde et c'est pas évident. Donc maintenant, en situation de rechute, donc tout à l'heure je vous ai déjà parlé de la POD24, je vous ai remis la petite courbe, globalement c'est à peu près 20% des patients qui rechutent dans les 2 ans après le début de la première ligne. Et ces patients-là, s'ils sont éligibles à l'autogreffe, donc je pense que vous avez déjà vu des autogreffes, soit dans vos stages d'externe, soit dans vos stages actuels. Vous savez que l'autogreffe, c'est une thérapie intensive. On ne propose que à des patients qui sont vraiment suffisamment fit pour la tolérer. Jamais au-delà de 70 ans, et au-delà de 65 ans, vraiment avec parcimonie pour des patients qui sont vraiment ultra parfaits sur tout le reste. Quoi. Donc pour des patients qui sont éligibles à l'autogreffe, c'est le traitement qu'il faut leur proposer. C'est vraiment ça qui a prouvé un bénéfice significatif en PFS et en survie globale. Donc quand on peut se permettre de la faire. Et donc on fera cette autogreffe, pas d'emblée bien sûr, mais après une deuxième ligne de rattrapage qui pourrait être par exemple du RDHAX, donc une association de chimiothérapie avec de la cytarabine haute dose et un sel de platine. Et donc on enchaînerait avec l'autogreffe. Maintenant, si on est dans une situation où on ne peut pas faire d'autogreffe, ou même chez un patient jeune, si on est au-delà de la POD24, d'accord ? Dans ces cas-là, on sait qu'il n'y a pas de bénéfice franc à faire l'autogreffe et on va réévaluer la situation. Alors, la rechute, elle peut très bien être faible masse, d'accord ? Donc là, c'est sur les mêmes critères thérapeutiques que la première ligne. Si vous êtes sur une rechute faible masse, ça sera simple surveillance. Là, je vous parle vraiment de rechute avec critères de traitement. Et les autres stratégies sont les mêmes qu'en première ligne sur les traitements que vous n'avez pas utilisés, d'accord ? Donc, éventuellement du Ritux seul, de l'obinutuzumab. Donc, si vous rechutez précocement après du Ritux, là, ça peut avoir un intérêt de se dire qu'on change d'anti-CD20. Donc, notamment, il y a le protocole Galen qui est associé au obinutuzumab et l'énalidomide. Vous pouvez très bien aussi faire du R2. Donc, cette fois-ci, c'est pas selon le schéma qui s'appelait Relevance qui a été publié en première ligne, mais c'est un autre schéma qui s'appelle Augmente, qui est sur une durée plus courte de traitement, un traitement qui ne dure que 6 mois et qui publie Ritux plus Revlimid. Vous pouvez partir sur de la bendamustine, également sur des inhibiteurs de PI3 kinase, comme l'idélalisib, qui est à l'AMM. Il y a également le venetoclax qui a été publié dans l'essai Contralto très récemment.
Excusez-moi, j'ai l'impression que ma diapo n'est pas à jour. Bon, c'est pas grave. Donc, ça a été publié. Ah, si, je vous l'ai mis là, pardon. Ouais, en Blood 2020. Ça a été publié en 2020. Donc, c'est Contralto qui a étudié R-venetoclax versus R-benda-venetoclax versus R-benda. Concrètement, R-venetoclax, ça ne marchait pas du tout. Enfin, ça marchait vraiment très mal. L'association R-benda-venetoclax marchait mieux que R-benda, mais au prix quand même de pas mal de toxicité et d'une difficulté à maintenir la dose-intensité de la chimiothérapie avec des patients qui souvent ne terminaient pas leur cure de chimio ou étaient très espacés. Et voilà. Donc c'est quand même un peu compliqué à envisager, je trouve, pour l'instant. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise en routine pour le folliculaire. Maintenant, on a d'autres options récentes. Donc je pense que vous avez entendu parler des CAR T-cells, notamment dans le lymphome de différentes cellules et la LALB. Elle a maintenant l'AMM, l'ATU, pardon, là tout récemment, pour également les lymphomes folliculaires. Donc là, c'est tout récent, de pouvoir le demander hors protocole pour les lymphomes folliculaires. Nous, on en avait déjà fait, mais dans le cadre de la recherche clinique. Donc il y a 2 essais qui ont été publiés. Vous avez l'essai ZUMA-5, donc avec Axicel, qui a inclus quand même 124 folliculaires, avec des très très bons taux de réponse. Réponse globale de 94%. Donc, quand on dit réponse globale, je ne sais pas si ça vous parle, ça veut dire réponse complète plus réponse partielle. D'accord ? Donc, taux de réponse globale excellent, taux de rémission complète excellent aussi. Après, c'est des patients qui étaient un peu triés sur le volet, un petit peu plus que ce deuxième essai dont je vais vous parler, qui s'appelait ELARA, qui a étudié l'autre CAR T-cell, donc Tisacel, celui de Novartis, c'est Kymriah, qui a donc inclus 94 patients qui avaient eu au moins 2 lignes de traitement, dont un anti-CD20 et un alkylan, et donc par exemple de la bendamustine, et qui avaient là aussi des taux de réponse qui sont très bons, avec réponse complète d'environ 70%, réponse globale d'environ 86%. Les POD24 font quand même toujours moins bien que les non-POD24, avec donc pour le taux de réponse complète chez les POD24, c'est plutôt 60%, et les non-POD24, en fait, ça monte à 88%. Et très bien toléré. Donc, vous savez que les CAR T-cells, ça donne des syndromes de relagage cytokinique, de la neurotoxicité. Donc là, il y en a eu, mais quasiment aucun de grade 3. Et toujours résolutif. Et ces effets indésirables avaient plutôt tendance à survenir chez des patients qui étaient vraiment forte masse, qui étaient bulky. Et en tout cas, ils sont tous rentrés dans l'ordre. Et voilà. Pas non plus de neutropénie prolongée. Donc quand même, globalement, très bonne efficacité et bonne tolérance. Donc ça, ELARA, ça a été publié très récemment, là, au mois de décembre. Ouais. Il y a une rechute en profil de biopsie quand même pour voir si ça peut être transformé. C'est une très bonne question, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Alors je dirais que ça dépend. Est-ce que ça dépend? Non, oui, on va plutôt avoir tendance à aller en biopsie quand même. À la première rechute, on va plutôt aller en biopsie. Et tous les patients dont on parle, c'est des patients qui étaient encore des lymphomes folliculaires après la biopsie. Ah oui, tout à fait. Pas transformés. Non, pas transformés. Non. Là, j'ai pas parlé. Après, en cas de transformation, là, j'en ai pas parlé parce qu'après, ça passe dans le rayon des lymphomes différentes cellules. On les traite comme des DLBCL. Donc, soit ils n'ont jamais été traités avant et on les traite comme des DLBCL des nouveaux, R-CHOP ou équivalent. Soit ils ont déjà été traités et dans ces cas-là, par exemple, un patient qui a eu un lymphome folliculaire traité par R-CHOP et qui après rechute sous forme transformée, on va plutôt envisager, si on reste hors recherche clinique et chez un patient jeune, ce sera par exemple du RDHX autogreffe d'emblée. Toujours sur les CAR T-cells, là, donc ça c'est des courbes aussi du protocole ELARA, juste pour vous montrer que la PFS médiane pour l'instant n'est pas atteinte, en tout cas avec le suivi qu'on a actuellement qui est d'environ 10 mois je crois. La PFS médiane n'est pas atteinte, environ 67% pour ceux qui ont déjà 1 an de recul et plutôt 60% pour les POD24. Et par contre, une fois qu'on a une bonne réponse obtenue, ça se maintient plutôt bien pour l'instant avec le recul qu'on a, avec une DOR. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la DOR, c'est la Duration of Response. Donc c'est ça qui nous intéresse aussi dans un lymphome de bas grade. C'est pas juste le fait qu'ils soient en rémission complète, c'est combien de temps ça va durer. D'accord, on a envie que ça dure plusieurs années si possible. Et là, pour l'instant, on voit que parmi ceux qui sont en rémission complète, ils sont encore 87% à toujours l'être au bout de 9 mois. Ce qui est quand même pas mal. Après, évidemment, on aimerait avoir un peu plus de recul.
Voilà pour les CAR T-cells. L'autre nouvelle thérapie qu'on utilise dans le cadre de la recherche clinique depuis l'année dernière, ce sont les anticorps bispécifiques. Donc ça, je ne sais pas si vous en avez entendu parler en fonction des centres où vous travaillez. Donc les anticorps bispécifiques, ce sont des anticorps qui vont à la fois cibler le CD3 et cibler la cellule tumorale, en l'occurrence là, le CD20. D'accord ? Et donc, ça va permettre de créer une synapse immunologique entre les cellules T du patient et les cellules B, et en l'occurrence les cellules lymphomateuses. OK ? Donc, les anticorps bispécifiques, concrètement, il y en a 3 qui sont en cours d'étude pour le lymphome folliculaire, le mosunetuzumab, le glofitamab, l'epcoritamab. Je ne sais pas si ça vous parle. Je vous ai mis l'exemple du glofitamab, là. Ça, c'est un abstract qui a été publié à l'ASH de cette année, enfin de 2021. Donc un essai de phase 1 avec que des folliculaires en rechute ou réfractaire, qui avait eu donc au moins 2 lignes, 90 patients, ce qui est quand même pas mal, avec vraiment un très très bon profil de tolérance. Donc les bispécifiques, en fait, ça peut donner les mêmes effets secondaires que les CAR T-cells. Ça peut donner des CRS, éventuellement de la neurotoxicité. Mais globalement, ça survient quand même beaucoup moins et de manière beaucoup moins intense que sur les CAR T-cells, mais c'est quand même toujours quelque chose qui